Vincent Tavernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène de l'opéra Tancrède. Quelle est pour vous la particularité de cet opéra et comment avez-vous pu réaliser la mise en scène de cet opéra ballet? Vaste question. La particularité, finalement, elle est un peu inattendue. C'est que c'est un opéra qui est coproduit par Avignon, l'Opéra d'Avignon, mais aussi le Centre de musique baroque de Versailles, et que l'apport de la coproduction, le projet de coproduction, porte sur les toiles peintes. Depuis une vingtaine d'années, le Centre de musique baroque de Versailles a fait reconstituer pour divers spectacles, Cadmus et Hermione, La Mange à loup, etc., les ballets de Nevers, toute une série de toiles peintes qui ont été réalisées par le spécialiste du genre actuel, ou en tout cas pour la plupart, qui s'appelle Antoine Fontaine, et qui a fait un travail assez époustouflant de reconstitution de ces éléments scéniques pour les divers spectacles dont je viens de vous parler. Autrefois, au XVIIe et XVIIIe siècle, on ne reconstituait, on ne créait pas systématiquement des décors, des toiles pour toutes les productions. Il y avait un fond, et à partir de là, soit on créait un élément ou deux circonstanciellement, soit plutôt on réutilisait cette espèce de jeu de cartes que constituait l'ensemble des éléments pour créer de nouveaux décors. Donc le Centre de musique baroque de Versailles, à travers Tancrède, a demandé à ce qu'on pratique on voit s'il était possible de retrouver ce travail tel qu'il se pratiquait à l'époque, c'est-à-dire vous avez un stock de toiles existantes, pouvez-vous monter le spectacle, réaliser la mise en scène à partir de ces éléments-là. Donc il y avait une mise en scène, un projet de mise en scène obligé, c'est en quoi c'est une commande, où il fallait monter Tancrède, cette tragédie en musique, cet opéra-ballet de Campra, et Danchet, le librettiste Danchet, en partant de cette idée que l'ensemble de l'histoire allait se dérouler avec les toiles peintes, mais les toiles peintes réinterprétées, c'est-à-dire comment est-ce que nous, aujourd'hui, avec notre œil du XXIe siècle, nous pouvons admettre cet univers à la fois naïf, mais en même temps d'une très grande poésie, qui est celui de la toile peinte. Alors quelle a été votre réaction? Parce que j'imagine quand même que c'est pas... voilà, dans toutes vos mises en scène, c'est quand même un élément assez rare de pouvoir réapproprier, voilà, et c'est quand même aussi une opportunité de pouvoir élargir. Enfin, c'est tout à fait paradoxal parce qu'en même temps, élargir et quand même être assez limité dans le temps. Quelle a été votre réaction dans le cadre de votre mise en scène? Mais très intéressée, ou très intéressante, c'est-à-dire que je trouve que d'abord une commande, vous l'acceptez pas. Donc une fois que vous l'avez accepté, c'est que vous y trouvez votre intérêt, votre liberté, ou en tout cas que vous pensez que ça peut servir l'œuvre. Puisque finalement, je pense que comme metteur en scène, mon principal souci, mon éthique, pour employer des grands mots de ce métier, c'est de faire en sorte que le projet artistique qu'ont pu avoir Campra et Danchet, la manière dont ils ont pensé cette œuvre, puisse être restitué au public contemporain, celui de 2014, de la manière la plus accessible et la plus vivante possible. Et la plus authentique aussi. Et la plus authentique, la plus proche, une fois encore, de ce qu'ils ont souhaité faire. Alors évidemment, ce qu'ils ont souhaité faire, c'est là où est toute la difficulté, ou toute la subjectivité. C'est-à-dire qu'il faut effectivement se plonger dans la partition, se plonger dans le livret, essayer de comprendre aussi ce qu'est cette forme très particulière de l'opéra-ballet. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y avait ballet. C'est très important de le souligner. C'est important, d'abord parce qu'on a la chance d'avoir d'excellentes équipes autour de cet ouvrage. C'est-à-dire, il y a bien sûr les solistes, on aura l'occasion, j'imagine, de les citer, qui sont tous les 8 vraiment de grande qualité. Il y a un chœur qui est remarquable, qui est vraiment celui des chantres, alors là aussi qui viennent du Centre de musique baroque de Versailles, et qui sont un ensemble de jeunes gens et de jeunes filles qui sont extrêmement engagés, qui ont une qualité vocale remarquable. Il y a un très bon orchestre, mais il y a le ballet d'Avignon. Donc là aussi qui a mené un travail très particulier, puisque c'est un ballet qui est plutôt de formation classique, que mène Éric Bello. Et là, avec Françoise Degnaud, la chorégraphe, ils ont continué un travail qui avait été entrepris, je crois, en 2010, lorsque Amadis a été monté ici à l'Opéra d'Avignon. Et où ces danseurs ont accepté d'essayer de se former à la pratique de la danse ancienne, la belle danse, la danse baroque, puisque le vrai terme c'est la belle danse.
Et ce travail a été poursuivi par Françoise Degnaud et son assistant Gilles Poirier pour ce Tancrède. Donc il y a un travail remarquable qui a été mené, dans lequel tous les 14 se sont engagés à fond, et où ils seront d'ailleurs aussi personnages, puisqu'ils sont dans la mise en scène, c'est le principe. Qu'est-ce qu'ils apportent Qu'est-ce qu'ils apportent dans la mise en scène? Alors, ils apportent, comme tout, c'est-à-dire qu'ils apportent d'abord ce plaisir des divertissements. Alors, qu'est-ce que c'est que ces divertissements? Ces opéras de ballet de l'époque sont pensés comme une forme qui est pour nous assez paradoxale, où il y a à la fois des scènes extrêmement intimes, comme dans une tragédie racinienne ou cornélienne, deux personnages qui échangent un dialogue souvent serré, dramatique, pathétique, où il y a un enjeu extrêmement important, essentiel pour eux. Et puis, ça s'élargit. Chaque acte, systématiquement, s'élargit à un moment à ce qu'on appelle donc un divertissement, ce qui ne veut pas dire forcément que ce soit drôle. Est-ce que c'est plus pour permettre aux spectateurs de rentrer plus facilement dans l'illusion? Je crois que c'est une espèce de respiration différente, une scansion qui fait qu'il y a il y a un rythme, il y a un changement. Il y a une notion à l'époque qui est capitale, c'est celle de plaisir. Alors plaisir ne veut pas dire tiens, on va s'amuser, rigolons. C'est que le plaisir n'est complet que quand il est total. Alors c'est très agréable d'avoir, c'est très plaisant paradoxalement de voir deux personnages discuter, dialoguer, chanter, sortir des airs extrêmement pathétiques. Ça c'est une des caractéristiques de cet ouvrage, c'est qu'il y a des airs splendides. Mais le plaisir n'est pas complet si on n'a pas eu la suite. Et la suite c'est aussi le plaisir de l'œil, donc le décorum, c'est le plaisir de la danse, c'est le plaisir du chant. Et il faut absolument que tout soit mêlé. Donc après un moment qui est intime, systématiquement on passe à un moment de grand spectacle. Alors qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans cette histoire? On peut rappeler quelques mots de l'histoire de Tancrède, peut-être? L'histoire, elle est finalement éternelle et toute simple. C'est celle de deux jeunes gens, tous deux brillants, héroïques, Tancrède, mais aussi Chlorinde, qui est une guerrière, tous les deux appartenant à des camps adverses. L'un, ça renvoie à une histoire mythique, enfin, très très distanciée des croisades, dans lequel il y aurait d'une part les Francs, les chevaliers francs, et Tancrède est le plus brillant des chevaliers francs, et puis les chevaliers sarrasins, et Chlorinde, ça serait la passionnariat, la meneuse de tous ces sarrasins qui s'affrontent autour de la capture de Jérusalem. Et tous les deux tombent amoureux l'un de l'autre, sans oser se le dire, puisqu'ils sont théoriquement ennemis, jusqu'au moment où Tancrède, dans un combat, c'est comme ça que commence l'ouvrage, va capturer Chlorinde. Et Chlorinde, secrètement, devant la vaillance de Tancrède, en tombe amoureuse, tandis que Tancrède, ébloui par la vaillance de Chlorinde, même prisonnière, en tombe éperdument amoureux lui aussi, tout en sachant qu'en plus, il y a une princesse Herminie qui est amoureuse de Tancrède, il y a une princesse Herminie qui est amoureuse de Tancrède, et il y a un chevalier Argan qui est amoureux de Chlorinde, pour compliquer les choses. Donc on retrouve toujours ce schéma éternel de on s'aime mais on ne peut pas se le dire, et en plus on est aimé par des gens qu'on n'aime pas et qui voudraient bien vous aimer. Donc là il y a une situation pathétique forcément, qui est très touchante, et parce qu'elle est très vraie, racontée comme ça pousse toujours à sourire. Mais dans le fond, on a vraiment ce rapport de deux jeunes gens à la fois passionnés, pris par ce qu'ils estimaient être ce qu'ils appellent eux la gloire, c'est-à-dire l'image qu'ils se font d'eux-mêmes comme étant le mieux de ce qu'ils peuvent être, et puis cet amour qui vient perturber cette vaillance, qui vient perturber cette image qu'ils ont d'eux-mêmes et qui va les pousser à aller plus loin, jusqu'au moment où l'un comme l'autre, s'étant enfin déclaré leur amour, choisiront d'y renoncer pour être conformes à la gloire dont ils mourront l'un et l'autre. Alors, voilà l'intrigue. Bon, on va tous pleurer, c'est fatal. Oui, c'est terrible parce qu'à chaque fois qu'on a tout le temps les larmes aux yeux, on rit quand on en parle et on pleure quand on l'entend. Mais c'est ça quand vous me disiez que je trouve touchant là-dedans, je pense que c'est précisément qu'il y a un sens du sublime et de l'héroïsme qui est très proche, me semble-t-il, de ce qu'éprouvent des jeunes gens, des adolescents qui connaissent l'amour. Bien sûr que ça se passe au temps des croisades, bien sûr que c'est les Sarrasins contre les Francs, mais on sent très bien que dans l'esprit de Danchet et de Campras, c'est tout à fait secondaire. C'est l'histoire amoureuse qui prime. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi, d'ailleurs ça me touche, dans le sens où ces deux jeunes gens, ce qui sort, ce qui est important, c'est cet émoi amoureux et ce à quoi ça s'affronte. Mais le reste est finalement assez secondaire. Et il y a une poésie
par là même qui émane de tout ça, que j'ai trouvé particulièrement intéressante à essayer de mettre en scène, avec peut-être un moment particulièrement intéressant qui est le troisième acte, quand le chevalier Tancrède doit rentrer dans la forêt enchantée, où il est appelé à combattre le terrible magicien Isménor. Et Isménor, pour capturer Tancrède, sachant qu'on ne peut pas l'abattre par la vaillance, parce qu'il est trop fort, trop puissant, a recours à un subterfuge terrible. Il prend ses propres esprits maléfiques, il a suscité les enfers, et il leur demande de se présenter sous un aspect aimable à Tancrède. Donc tout l'acte 3, tout l'acte de la forêt enchantée, toute cette partie de l'acte 3, est un moment où Tancrède est entouré, séduit et achevé par des personnages délicieux, charmants, où on ne parle que d'amour, de tendresse, de douceur, alors qu'en fait tous sont des esprits du mal. Et Campra a écrit une musique extrêmement ambiguë, d'une douceur étrange, où il y a une féminité ondoyante, sensuelle, qui entoure Tancrède. Et ça, je trouve que c'est un moment remarquable, et dans la réussite de l'expression de ce trouble, mais aussi dans la poésie qui en émane. Oui, on se sent envoûté, Il y a vraiment, progressivement. il y a vraiment un caractère d'envoûtement. Il y a des moments où juste les flûtes jouent. Par exemple, il y a un moment extrêmement bouleversant, enfin très beau, qui est celui où la forêt pleure, les arbres pleurent. Ça a été remarquablement réussi par Campra. Alors comment avez-vous pu mettre votre sensibilité dans cette mise en scène? Mais parce que finalement, à partir de là, il faut tout raconter. Donc comment est-ce que d'une part on exprime ce jeu du chœur, ce jeu des solistes et du ballet, dans les rapports scéniques, dans ce que ça va raconter. Même il y a beaucoup de choses qui ne sont pas précisées, où il faut que votre imagination concourt à redonner cette histoire. Et puis aussi, bien sûr, avec les scènes de solistes, dans lesquelles là, il faut retrouver le rapport, jouer comment, trouver avec les principaux partenaires, comment est-ce qu'ils vont exprimer cet amour, cette passion. Et ça, le metteur en scène retrouve tout son plaisir et toute sa liberté. Vincent Tavernier, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.